Oui, je t'en remercie. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir voilà, partager des éléments que j'ai découverts pendant ma thèse et pouvoir discuter et lancer les échanges avec vous. Moi, j'ai eu un parcours professionnel avant de réaliser cette thèse. J'ai été dans un cabinet de conseil dans un contexte de management interculturel. Ensuite, j'ai eu un poste opérationnel où je travaillais avec des partenaires de 32 pays. Et dans les deux cas, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des gens très compétents, très bien intentionnés et qui avaient envie d'améliorer les relations dans le monde et que ce n'était pas forcément facile pour autant, qu'il y avait des choses plus compliquées et qu'il y avait des enjeux organisationnels, relationnels derrière. Et c'est pour essayer de comprendre ça, en fait, que je suis repartie d'abord dans un master recherche, que je me suis intéressée aux notions de bien-être, bonheur au travail. Et de fil en aiguille, je suis arrivée aux thématiques de confiance et contrôle. Et ça m'a semblé tellement clé que du coup, j'ai eu envie de poursuivre en thèse pour comprendre encore davantage ce qui se passait derrière. Et puis, je suis aussi avec vous aujourd'hui parce que je suis tourangelle depuis 2003, en tout cas en Touraine depuis 2003, donc j'ai un ancrage territorial. Et mon master recherche, je l'avais fait à Valorem. Donc, c'est Val-de-Loire Recherche en Management. Donc, j'avais fait mon master recherche ici et j'avais du coup, ce laboratoire, il est à cheval entre Tours et Orléans. Donc, j'avais pu saisir aussi certains enjeux qu'il peut y avoir parfois entre territoires qui dépassent finalement les relations interpersonnelles. Et du coup, il y a un emboîtement d'échelle quand il y a des projets et des relations. Et ça se voit, moi je l'avais vécu au niveau du laboratoire et on le voit aujourd'hui entre grosses et petites communes, entre territoires qui sont inscrits dans des enjeux stratégiques et politiques. Donc, moi j'ai envie de pouvoir apporter des éclairages sur ce qu'on entend par confiance et puis comment est-ce qu'elle peut aider à agir dans l'intérêt général, même s'il y a toujours des intérêts locaux ou individuels qu'on ne peut pas nier ou négliger. Pour démarrer, j'ai envie de vous donner la parole et de vous dire, voilà, si je vous dis confiance, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Donc, Émilie nous met dans le chat le lien qui va vous permettre de répondre. Et ensuite, Émilie nous affichera les résultats. J'arrive. Alors, il faut juste... Hop. Une petite manip, désolée. Donc, je vous mets le lien. Vous avez aussi à l'écran, si vous pouvez aussi vous connecter via smartphone. Vous avez à l'écran le lien et le code. Alors, on n'a pas le lien. Voilà le lien. Ça arrive dans le chat. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien-là. On ne l'a pas à l'écran. Mais... Alors, ah oui, parce que oui, c'est vrai qu'on a dézoomé. Donc, vous ne l'avez plus à l'écran. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le lien qui est dans le chat. Si vous pouvez cliquer. Et nous allons partager en direct les résultats. Donc, tu peux rappeler peut-être la question qui va s'afficher. Si je vous dis confiance, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Il vous suffit de saisir le mot, inutile de vous faire envoyer les résultats par mail, etc. Et là, à l'écran s'affichent finalement les différents... Le nuage de mots. On a 17 personnes qui ont répondu, 18. Nous sommes 24, je crois. C'est ça. Quel mot vous inspire le terme de confiance? Claire, tu notes les réponses. Ça y est, ça arrive. Moi, je ne peux pas voter parce que sinon, vous allez voir mon vote tous en direct. Dommage. Bon, j'aurais mis lâcher prise, Anne-Claire. C'est bon? On arrête là, ça ne bouge plus? On va voir tout le monde. Ouais. Allez, j'arrête le partage. Bon. Je te laisse reprendre la main. Ouais, je vais reprendre du coup. Je vais t'envoyer les résultats.
Donc, c'est intéressant de voir voilà, dans les mots que vous avez affichés. Alors, personne n'a mis défiance. On s'était demandé, parce que parfois, c'est ce à quoi on pense en premier. Vous nous avez indiqué sérénité, paix. Donc, ça, voilà, on sent tout de suite qu'il y a une dimension émotionnelle, en fait, derrière la confiance. Vous avez parlé de respect, de partage, de relation, et de autrui, par exemple. Donc, la confiance, elle est toujours liée, en fait, elle est toujours liée à une interaction. Elle est toujours liée, elle est toujours relationnelle. Elle s'inscrit toujours, c'est confiance dans quelqu'un ou dans quelque chose. Et puis après, ce type de relation, il peut être de nature différente et on va y revenir. Vous avez parlé de contrat. Et voilà, c'est un des types de relations dans lesquelles ça peut s'inscrire. Il peut y avoir différents types de relations. Donc, on va voir que les différents éléments que vous avez mentionnés vont être abordés dans les différents aspects. Donc, je vous propose pour qu'on sache de quoi on parle, parce que quand on parle de confiance, si je vous demandais vraiment une définition de la confiance, finalement, souvent, c'est difficile. C'est un mot qu'on emploie beaucoup et on ne sait pas vraiment ce qu'on met derrière. Si vous y réfléchissez comme ça 2 secondes, souvent, on va en donner les inducteurs, on va dire pourquoi on fait confiance plus que ce qu'est la confiance elle-même. Donc, je vous propose, alors juste comme moi, je suis en mode présentateur, Émilie, est-ce que là, vous avez que le pourquoi faire confiance ou vous Oui, avez vraiment, tout va bien. C'est parfait. Avec la définition, avec tous les carrés ou la diapo est blanche? Non, on a tout. On a définition, intérêt de la confiance avec. D'accord, oui, donc ça ne s'affiche pas au fur et à mesure comme ça devrait s'afficher normalement au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave. Donc, la confiance, la définition à laquelle je suis arrivée, moi, avec ma thèse, c'est que la confiance, c'est une suspension de l'incertitude qui maintient des attentes positives dans une interaction à l'issue incertaine. La confiance, on l'a vu, elle s'inscrit dans une interaction, dans une relation. C'est toujours confiance avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il n'y a pas de confiance en tant que telle. Elle est toujours dans un contexte incertain parce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, la confiance, elle s'appuie sur des attentes positives, sur des bonnes raisons de faire confiance, parce que sinon, il s'agit de foi ou de naïveté ou d'aveuglement. Mais en même temps, elle ne se limite pas aux seules bonnes raisons. Sinon, c'est du calcul ou de la prédiction. Donc, en fait, la confiance, elle intervient justement là où il n'y a plus de certitude ni de prédiction possible. Et faire confiance, en fait, c'est accepter de ne pas être sûr, mais ensuite faire comme si l'incertitude n'existait pas. Parce que sinon, c'est du courage. Si on y va, même si on sait que c'est dangereux, qu'on n'est pas sûr, là, on fait preuve de courage. Mais le propre de la confiance, c'est qu'en fait, on oublie que ça pourrait mal se passer. Et pour pouvoir avancer, on fait comme si tout était sûr. C'est pour ça qu'après, si jamais ce n'est pas le cas, on peut avoir l'impression d'être trahi ou qu'on est déçu, puisque on a pris un... C'est pour ça que ce n'est pas une prise de risque, en fait, que c'est une suspension de l'incertitude. Donc, la confiance, elle s'appuie sur des attentes positives, et on va y revenir juste après. Et elle s'appuie sur la capacité à accepter une part plus ou moins grande d'incertitude, à accepter qu'on ne maîtrise pas tout et agir quand même. Donc, c'est cette combinaison, en fait, de base de sécurité et de certitude sur laquelle s'appuyer, et d'une part d'incertitude, d'inconnu, de non-maîtrise, qui fait tout l'enjeu et toute la difficulté de la confiance. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on a besoin de confiance parce que c'est un moyen d'agir dans l'incertitude qui est moins coûteux et plus stable que les mécanismes de contrôle et de surveillance qui peuvent marcher pour part. Mais quand il y a trop d'incertitudes, trop de paramètres, trop de facteurs, chercher à tout contrôler et tout surveiller devient dysfonctionnel. Alors, sur quoi s'appuie la confiance ? La confiance, ça s'appuie sur des bonnes raisons qui sont principalement de 4 ordres. Tout d'abord, il y a les caractéristiques et les comportements de l'autre. Et la plupart des recherches sur la confiance, elles s'appuient là-dessus, en fait. On va chercher quelles sont les caractéristiques qui rendent l'autre digne de confiance, en partant du supposé que si l'autre est digne de confiance, je lui ferai confiance. Ces caractéristiques, elles sont principalement de 4 ordres. C'est que l'autre va être bien intentionné, il va avoir de la bonne volonté, des bonnes intentions, il ne va pas chercher à me trahir. Il va être compétent, parce que les intentions, c'est bien, mais si l'autre n'est pas compétent, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur cette personne. Être intègre et fiable. Donc,
bonnes intentions, compétences, intégrité et fiabilité. C'est les 4 caractéristiques qui rendent plus ou moins digne de confiance. Et donc, ça vaut pour la personne ou l'institution à laquelle on fait confiance, mais aussi soi-même dans son propre comportement. Plus on va se montrer digne de confiance, plus il y a de chances que l'autre nous fasse confiance. En tout cas, si on n'est pas bien intentionné, pas compétent, pas intègre et pas fiable, il y a peu de chances que l'autre nous fasse confiance. Démontrer ces caractéristiques-là ne suffit pas. Et une des choses que j'ai remarqué quand j'ai réalisé ma thèse, c'est que donc moi, je cherchais les caractéristiques d'une organisation qui soit digne de confiance. Et finalement, des pratiques identiques de la part, dans l'organisation, pouvaient être perçues par certains comme étant dignes de confiance et pour d'autres ne l'étant pas. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Une des caractéristiques, un des éléments, c'est la propension personnelle à faire confiance. Puisque l'attitude qu'on a soi-même change la confiance qu'on accorde. On n'a pas forcément les mêmes croyances a priori sur les individus. Certains vont plutôt considérer les individus ou les organisations comme étant a priori dignes de confiance. Donc, j'accorde ma confiance spontanément. Et puis, si dans les interactions, il y a des choses qui me montrent que finalement, il faut réajuster, je vais retirer ou réajuster ma confiance. Une autre démarche, a priori, c'est de dire « wait and see », j'attends de voir, j'observe. Et si j'estime que cette personne ou cette institution est digne de confiance, alors je vais me mettre à faire confiance. C'est les deux grandes démarches. Et puis, on est aussi plus ou moins à l'aise avec l'incertitude. Et cette incertitude va être vécue comme un risque ou pas, comme un danger ou pas. Et ça vient, entre autres, de notre parcours de vie personnel. Une question de personnalité et de parcours de vie. Ensuite, toutes les relations s'inscrivent dans un contexte culturel et dans une situation précise. Le contexte dans lequel on évolue, en fait, avec les règles, les normes, les lois, la culture, l'histoire du pays et de l'organisation, et là, en l'occurrence, du territoire et des collectivités, font qu'on a une propension à faire confiance qui est plus ou moins grande. Au niveau culturel, il y a par exemple une propension plus grande à faire confiance dans les pays scandinaves, spontanément, que ça peut être le cas chez nous. Ça a été beaucoup étudié, notamment à travers on appelle ça le risk avoidance, donc l'aversion au risque, qui est plus ou moins grande ou plus ou moins faible selon les pays. Et puis, il y a des types de confiance a priori. Au Japon, et il y a cet exemple qui est très courant, mais de dire au Japon, vous pouvez laisser votre porte-monnaie sur la table et partir, vous revenez 1 heure après, il est toujours là. Voilà, parce qu'il y a une culture de groupe, en fait, qui fait qu'il y a des liens sociaux qui sont tellement forts. Et puis après, il y a aussi des histoires de religion, par exemple, qui peuvent dire que, oui, si tu te comportes mal, tu auras un châtiment divin, qui font que ça influe aussi l'attitude qu'on peut avoir. Et puis, la dernière source principale de confiance, ce sont les institutions, c'est-à-dire des mécanismes structurels, organisationnels, institutionnels, qui apportent en fait des garanties, des mécanismes de sanction ou d'incitation à faire confiance. Donc, par exemple, toutes les lois qu'on a qui font que si on se comporte de telle manière, on va avoir une amende ou aller en prison, vont faire, si on prend l'exemple de la sécurité routière, les radars agissent comme une institution pour qu'on roule moins vite, et du coup, ça rend les conducteurs plus dignes de confiance, c'est-à-dire que j'ai confiance que les conducteurs vont s'arrêter au feu rouge, vont respecter la réglementation en termes de vitesse pour éviter d'avoir des accidents, non pas parce qu'eux-mêmes se disent que c'est hyper important de faire attention à la sécurité routière, mais parce qu'ils savent qu'ils vont être sanctionnés s'ils ne le font pas. Donc là, on n'est plus dans la croyance que l'autre, contrairement à la première catégorie, les caractéristiques de l'autre, ce n'est pas parce qu'il est conscient du danger et de l'importance de tous bien circuler ensemble
qu'il va respecter la réglementation, mais parce qu'il a peur de l'amende. Donc, on a des systèmes comme ça. Et ça, dans notre société, il y en a eu de plus en plus. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on vivait dans des collectifs qui avaient une unité géographique. On travaillait dans un lieu, on vivait dans un lieu, on grandissait, enfin, dans le village ou une petite ville. On travaillait avec des gens qu'on connaissait. Quand on restait dans une entreprise pendant toute sa vie, on connaissait la culture, on connaissait les gens, on connaissait les normes. Et puis finalement, avec le délitement des liens sociaux, avec la mobilité qui s'est accélérée, aujourd'hui, on vit et on travaille avec des gens qui sont inconnus. Et donc, comme on n'a pas les codes, qu'on n'a pas l'historique de relations, qu'on n'a pas la connaissance des individus, on fait appel à des mécanismes extérieurs, en fait, pour pouvoir faire confiance a priori aux gens. Donc, quand on va dans une entreprise, si on fait confiance à l'entreprise, on va plus facilement faire confiance aux individus qui sont dedans, parce que si je pense que cette entreprise, elle recrute des gens bien, je vais faire confiance plus facilement a priori aux individus qui sont dedans. Si je me méfie de cette entreprise, je me méfie plus facilement des individus. Donc voilà, il y a un contexte institutionnel qui va être favorable ou incitatif à la confiance. Donc ça, ce sont les 4 grandes sources de confiance. Ensuite, comme je l'ai indiqué, au-delà des bonnes raisons, la confiance, elle s'appuie sur ces raisons-là, mais elle ne s'y arrête pas. Donc on a besoin, pour pouvoir faire confiance, d'abord d'accepter l'incertitude. Donc ça veut dire reconnaître que de toute façon, on ne maîtrise pas tout. Donc, que je fasse confiance à l'individu ou pas, que je fasse confiance, même si je fais confiance aux institutions pour influencer les comportements de l'autre, il y a un moment, il faut bien avoir confiance dans le système que les mécanismes de sanction, même de réputation, par exemple, les mécanismes de réputation vont jouer le jeu et vont forcer l'autre à se comporter de telle manière et telle manière. On est obligé de faire confiance de toute façon. Donc ça, c'est un premier élément qui est important, c'est de se dire que finalement, il y a toujours de l'acceptation de l'incertitude parce qu'on n'est jamais sûr si ça va marcher ou pas. Donc, si on veut faire davantage confiance, ça implique d'accepter davantage d'incertitudes. Et ça veut dire accepter de se mettre en vulnérabilité. Ça veut dire qu'on peut être déçu. Et ce n'est pas de la naïveté pour autant, puisqu'elle s'appuie sur des faits pour être actualisée, mais elle n'est pas de la certitude non plus, parce qu'on ne peut jamais être sûr. Donc ça va à l'encontre de la norme d'aujourd'hui, qui est sur gestion des risques, maîtrise des risques, prévention des risques. Et c'est toujours très rigolo dans ma famille, on est 4 enfants, moi je suis docteur sur le thème de la confiance et mon frère, son travail, c'est préventeur de risques. Donc ça fait des débats intéressants dans les dîners de famille. Le deuxième élément, c'est que la confiance, ça implique des émotions. Vous l'avez mentionné en positif avec la sérénité et la paix. Donc ça, quand on a confiance, on se sent dans cet état de sérénité, on se sent dans cet état de paix parce que justement, on occulte le fait que ça puisse mal se passer. Mais on le voit aussi dans la peur d'être trahi, quand on parle de trahison, de violation, et souvent les émotions, elles surviennent quand la confiance est justement déçue et que ça génère beaucoup d'émotions négatives. Et la recherche, et notamment celle que j'ai faite, montre que la façon de gérer les émotions change drastiquement la façon de faire confiance. En fait, quand on nie les émotions, on a tendance à les subir et elles sont finalement très fortes et négatives. À l'inverse, quand on survalorise les émotions positives en cherchant absolument le positif, le bien-être, le bonheur, l'harmonie, etc., on peut avoir tendance à nier tout ce qui est négatif et du coup à ne plus voir suffisamment les faits sur lesquels on est censé s'appuyer pour faire confiance. Donc, on a besoin finalement de reconnaître que les émotions, elles font partie du processus, mais en les objectivant d'une certaine manière, en fait, en les intégrant comme des faits ou en captant le signal qu'elles viennent nous donner et sans s'y attacher, sans les survaloriser non plus. Et en tout cas, faire confiance, c'est un processus qui est très émotionnel et paradoxalement, c'est en intégrant les émotions qu'on peut être plus factuel et plus lucide. Et puis le troisième élément qui implique la confiance, c'est de s'ouvrir aux différents. S'ouvrir à la divergence, au fait de ne pas fonctionner pareil, de ne pas penser pareil. Si on cherche à ce que tout en fait, soit comme moi je le veux, en fait, on n'accepte aucune incertitude. Et donc, il n'y a pas à avoir confiance puisqu'on est sûr.
Et en fait, faire confiance, ça veut dire qu'on accepte, comme je l'ai dit, de ne pas tout maîtriser, on accepte de la différence. Et plus on va s'ouvrir à la différence de façon constructive, plus la confiance peut aussi devenir solide et souple pour apprendre à fonctionner avec l'autre malgré la différence ou grâce à la différence. Donc voilà, la confiance, c'est les 4 types de bonnes raisons et c'est ces 3 grandes caractéristiques pour aller au-delà des bonnes raisons. Donc, à partir de tous ces éléments-là, j'ai identifié qu'il existe 4 grandes façons de faire confiance qui ont des enjeux différents et qui permettent de développer ou de préserver la confiance de manière différente. La première dynamique, il n'y a pas d'ordre dans les 4, mais c'est une dynamique que moi j'ai appelée de sécurisation. C'est la dynamique de confiance qui est la plus étudiée aujourd'hui en économie. C'est une confiance dans laquelle finalement les a priori sur les autres et sur les organisations sont plutôt négatifs, ou en tout cas on n'est pas sûr. Et donc là, on va chercher surtout des preuves de fiabilité. Je te fais confiance si tu ne me déçois pas. Et on fait appel au système pour apporter un maximum de garantie en fait, à cette fiabilité, notamment avec des mécanismes de sanctions pour dissuader de mal se comporter et des incitations à bien se comporter. Donc là, vous parliez tout à l'heure, une personne avait parlé de contrat. Et là, c'est la confiance justement qui est contractuelle. Ça peut passer par des contrats qui indiquent les conséquences en cas de délit, des lois qui punissent en cas de malversation. Mais ça peut aussi être des mécanismes qui sont non formels, comme la réputation ou les alliances. Donc, si tu te comportes comme je l'attends, je parlerai en bien de toi. Si tu te comportes mal, je te parlerai mal de toi. Donc, toi, comme tu as intérêt à ce que je parle bien de toi, du coup, tu vas bien te comporter. Pas forcément parce qu'intrinsèquement, tu penses qu'il faut se comporter de telle et telle manière, mais parce qu'il y a des enjeux de calcul de réputation. Et ça peut être la même chose avec des alliances, par exemple, ou avec des votes pour ou contre, qui peuvent être des votes sanctions ou récompenses, plus que pour le sujet lui-même. Donc là, quand on est dans ce type de fonctionnement avec des phénomènes de sécurité, de garantie et de système, on est dans une confiance qui est dépersonnalisée. C'est le système qui est efficace pour influencer les individus à agir, malgré des intérêts divergents. On a confiance que les individus en fait, vont suivre le système et que le système sera efficace. Donc la confiance, elle est dans le système, elle n'est pas dans les individus. Et donc cette confiance-là, ces mécanismes-là, ils ont été développés justement parce qu'on a perdu beaucoup de relations interpersonnelles. Et au lieu de réinvestir les relations interpersonnelles, on a développé des mécanismes externes pour garantir la confiance. On le voit avec tous les phénomènes d'avis, par exemple, sur Internet, tous les sites, les Airbnb, Uber, TripAdvisor, etc., où finalement on est sur un système externe qui va apporter des preuves de confiance, des sources de confiance. Donc ça permet de pallier au déficit de relations et de connaissances interpersonnelles. Par contre, elle est fragile et elle est dure à accorder et elle est vite retirée. Et ce type de confiance-là, dans ce que j'ai identifié, elle est associée en fait très souvent à des émotions qui sont subies et négatives et à des dynamiques d'opposition. Mais ce n'est pas la seule façon de faire confiance. Et en fait, au lieu de faire appel au système via des règles, etc., on peut aussi faire appel à des valeurs partagées. On peut croire que l'autre, il va se comporter comme attendu parce qu'il partage les mêmes intérêts ou les mêmes croyances ou les mêmes valeurs. Et à ce moment-là, pour faire confiance, on va chercher un alignement, on va chercher un intérêt commun qui va être identifié. Et c'est là qu'on va souvent parler de valeurs, de vision, par exemple. Et là, on va souvent associer cette confiance-là, elle va souvent être associée à des émotions beaucoup plus positives pour se sentir bien ensemble. Et là, dans ce type de confiance-là, le négatif, il peut avoir peu de place parce qu'on peut avoir tendance à ce que ce qui n'aille pas dans le même sens ne soit pas accepté. Alors ça, quand il y a identification, quand il y a valeur commune, si elle est vraiment construite et vraiment partagée, c'est une confiance qui est extrêmement forte parce qu'elle accepte les aléas. Tant que l'intention sous-jacente n'est pas remise en question, on peut accepter que sur la forme, et puis même qu'il y ait des choses qui se passent mal. Par contre, si le partage d'une vision, elle est
projetée, en fait, où elle est forcée, là, elle peut être extrêmement déceptive. Parce que si on se rend compte qu'en fait, on ne partage pas exactement les mêmes valeurs, c'est encore plus dur de faire confiance parce que ça touche à l'identité profonde, en fait, parce que ça touche aux valeurs. La troisième dynamique, c'est une dynamique que j'ai appelée de clarification, qui dit que là, en fait, on va pouvoir faire confiance de façon beaucoup plus factuelle en développant la connaissance de l'autre. On va revenir à une confiance beaucoup plus interpersonnelle. On va apprendre à connaître l'autre, son fonctionnement, ses compétences, ses intentions, et on va être beaucoup plus précis sur qu'est-ce que je peux attendre de cette personne-là dans ce contexte-là, en s'appuyant sur des faits et finalement avec des a priori qui sont ni positifs ou négatifs, mais en s'appuyant beaucoup plus sur les faits. Donc, c'est moins idéaliste. On ne cherche pas à être aligné sur tout. L'objectif, c'est de pouvoir agir ensemble. Et on est sur une confiance qui peut être aussi beaucoup plus contextualisée. Je te fais confiance pour telle action, parce que ça, je sais que tu as les compétences. Là-dessus, je sais que ce n'est pas ton domaine. Je vais plutôt demander à quelqu'un d'autre. On est sur une confiance qui est peut-être moins entière et absolue et plus précise. Ça demande en tout cas, par rapport à la première, au premier type et parfois au deuxième, de dépasser une méfiance possible a priori et de donner à minimal le bénéfice du doute. On ne sait pas forcément si l'autre il est a priori bien intentionné et compétent, mais en tout cas, on va donner une chance à l'autre que ce soit le cas pour pouvoir donner la possibilité de construire cette confiance-là. Alors, c'est une démarche qui dépassionne les relations et c'est son avantage, même si ça peut aussi être vu comme sa limite, parce qu'on peut parfois avoir l'impression de s'ennuyer un peu dans ces relations qui sont moins intenses, moins entières, mais ça peut permettre d'agir beaucoup plus factuellement et beaucoup plus précisément. Et puis, la dernière dynamique, c'est une dynamique que j'ai appelée une dynamique d'interaction, où là, on s'appuie sur la connaissance de l'autre, comme dans le cas précédent, mais cette fois avec un a priori positif, tout en gardant de la lucidité pour ne pas tomber dans la naïveté. Et cette façon-là de faire confiance, elle va non seulement prendre en compte des faits, mais elle prend aussi en compte les émotions qu'on ressent, positives comme négatives, et elle s'en sert d'indicateur, en fait, pour pouvoir nourrir les discussions et les échanges. Et dans la confiance-clarification, on va avoir tendance en fait à regarder les faits et puis soi-même décider, ok, du coup, je le juge digne de confiance ou pas digne de confiance. Dans la confiance-interaction, on va un cran plus loin parce qu'en fait, on va aller vérifier, j'allais dire, ces informations-là avec l'autre. On va être dans l'échange et du coup, on va ajuster la confiance qui est accordée, non seulement en fonction de notre propre interprétation, mais en remettant en question en fait nos interprétations avec celles des autres et en interagissant avec l'autre, pouvoir s'ajuster non seulement en fonction de comment nous on capte les choses, mais aussi en fonction de l'autre. Du coup, cette confiance-là, elle permet d'expliciter et de clarifier beaucoup plus ce qu'on peut attendre les uns des autres, ce sur quoi on a des intérêts communs, sur quoi on a envie de travailler ensemble, malgré des intérêts qui peuvent être divergents. Tant qu'on a des bonnes intentions, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et on va pouvoir agir en fonction des compétences de l'autre et de comment l'autre se sent compétent. Et accorder aussi une chance à l'autre de pouvoir aller au-delà de ses compétences, en fait, et de pouvoir essayer des nouvelles choses et puis réajuster au fur et à mesure s'il y a besoin. Donc, c'est une confiance qui est beaucoup plus réflexive. Et du coup, comme elle s'ajuste à partir de faits et de ressentis dans la qualité d'interaction, c'est la forme la plus résiliente et la plus résistante. Par contre, elle demande d'y consacrer du temps, elle demande d'y consacrer de l'énergie et elle demande de faire un travail conscient sur soi et sur la relation. Donc, à travers ce panorama, j'espère avoir montré que ces 4 types de confiance, ils s'appuient sur des ressorts qui sont différents. Ils ont tous les 4 en fait des avantages et des inconvénients sur lesquels on a besoin de chacun et collectivement arbitrer. En tout cas, c'est des dynamiques qui se complètent, mais qui sont quand même, selon la dynamique dominante à l'œuvre, une façon non seulement individuelle, mais aussi collective d'agir.
et il n'y en a aucun qui est une fatalité. On a toujours des moyens pour développer la confiance à l'intérieur de chacun des types et de changer de mode de fonctionnement s'il y a un mode qui finalement nous semble plus aussi efficace ou adapté dans une situation ou dans un contexte. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu mon temps, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir débordé un tout petit peu. Il nous manque normalement, on avait une dernière diapo. J'ai pas repris le bon, du coup. Émilie, c'est pas grave. J'ai dû louper la dernière version. Nous avions d'accord, mais c'est pas grave, la dernière diapo. Alors, je peux essayer une dernière diapo. Je vais la mettre. Alors, c'était tout simplement pour lancer le débat. Donc, vous voyez la dernière diapo, on illustre. Mais après, on va remettre nos visages pour échanger. Ah non, elle ne veut pas passer. Donc, la dernière diapo, j'ai vérifié, la confiance, un levier d'action collective. Point d'interrogation. Le débat est ouvert. Voilà. Et on va arrêter le PowerPoint. Voilà. Elle était bien là, donc j'avais bien le bon. Ah bah oui, elle est là. OK. Alors, c'est toi là qui partage, Anne-Claire. Il faut que tu arrêtes le partage. Voilà. Merci. Donc, j'arrête pour remettre... Écoute, merci Anne-Claire, ça fait méditer quand on reçoit toutes ces informations sur la confiance, parce que forcément, à la fois, on pense à des relations interpersonnelles, interindividuelles, interinstitutionnelles. Ça fait écho, je pense, pour chacun d'entre nous à des situations de collaboration. Donc, le débat est ouvert. Alors, peut-être juste un point de clarification par rapport à ta dernière diapo et aux dynamiques de confiance. Donc, elles peuvent se compléter ou on peut les trouver par rapport à toi, ton travail de thèse, par exemple, dans l'organisation que tu as étudiée. C'est des dynamiques, par exemple, interpersonnelles qui peuvent être différentes au sein d'une même organisation. Est-ce que où il y en a une qui prend le pas et l'organisation peut essayer de la valoriser, de la mettre en œuvre pour que chacun à l'intérieur de l'organisation soit dans cette dynamique? C'est qu'en fait, on est aussi entre... il y a l'entité et puis il y a les individus qui le composent. Et chacun peut être dans des dynamiques un peu différentes. Donc, est-ce que ça se complète? C'est ça. Alors, moi, j'ai étudié quand j'ai réalisé ma thèse. Alors, juste là, pour l'échange, si c'est possible pour vous de remettre vos caméras, c'est plus agréable de voir vos visages. Donc, moi, quand j'ai étudié ma thèse, je l'ai étudiée justement au niveau à la fois individuel et collectif. C'était ces interactions entre niveau individuel et organisationnel qui m'intéressaient. Et ce que j'ai constaté, c'est que les individus ont tendance à avoir un fonctionnement dominant, en tout cas dans une période. Après, sur chaque situation, on utilise tous des ressorts, de tous les ressorts, mais avec une dynamique globale qui domine. Et dans l'organisation, en fait, c'est la même chose. Et une des choses les organisations aujourd'hui, beaucoup d'organisations vont être plutôt dans une dynamique entre sécurisation et clarification. Sécurisation, quand on fait beaucoup appel en fait aux règles, aux normes, aux lois, aux processus pour essayer de réguler en fait les interactions. Et puis vers la clarification, quand on essaye de mettre plus de confiance, on va essayer d'être très factuel. Ou alors, à l'inverse, et là on le voit avec par exemple les courants des entreprises libérées, la raison d'être, etc. On va être dans la confiance et l'identification. Là, on va essayer d'avoir des valeurs qui vont nous guider et qui finalement peuvent être mobilisées de façon assez similaire à la sécurisation, où en fait, au lieu d'avoir des process qui guident l'action, on va avoir des valeurs qui guident l'action, mais aussi pour nous sécuriser et pour nous borner en fait. Ensuite, il y a ces jeux effectivement moi, ce que j'ai montré aussi dans l'organisation que j'ai étudiée pendant 3 ans, c'est qu'il y a un décalage entre les intentions et puis ce qui est en œuvre, et que finalement, c'est toutes les tensions entre tout ça qui font le fonctionnement au quotidien, quoi. Donc, on a toujours besoin de toute façon de processus, de cadres pour guider l'action, parce qu'on a besoin d'une part de certitude. On ne peut pas tout inventer tout le temps. Par contre, si on ne s'appuie que sur ça, ça devient dysfonctionnel, parce que si on n'a aucune confiance dans les autres et qu'on veut tout réguler par les règles et les lois, ça devient excessif en fait. Et c'est l'articulation entre les 4 qui permet d'avoir plus de souplesse en fait et de fluidité.
Est-ce que certaines ou certains veulent intervenir? Alors, je regarde le chat en parallèle. Ah, Alain Huet, et maintenant, comment fait-on confiance à l'avenir? Ok. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des choses qui étaient écrites. Peut-être pour lancer le débat, finalement, la confiance, c'est un moyen d'agir dans l'incertitude. Et aujourd'hui, finalement, on a à conduire des transitions et on sait que les transitions, c'est le passage d'un état à un autre sans connaître l'état dans lequel on va arriver. Donc, d'où c'est plutôt le chemin que la destination, etc. Donc, je trouve que ça fait écho à nos problématiques territoriales et pas que Tourangelle, territoriale au sens large. Conduire les transitions, c'est créer des communautés de confiance, c'est-à-dire des communautés agissantes qui se disent, malgré l'incertitude, on va interagir, on va converger pour conduire un certain nombre de choses. Moi, j'avais une question sur les échelles de la confiance. Est-ce que dans vos travaux, on a Madame Chaleur qui est adjointe à Tours, donc grosse ville, beaucoup de dispositifs de concertation, et on avait Madame Métadier qui est la maire de Beaulieu-les-Loches, petite communauté, alors elle est députée maintenant, mais petite communauté. Est-ce que vous avez identifié des échelles optimales pour créer des communautés de confiance? Est-ce qu'à partir de 30 personnes, ça devient compliqué? Est-ce qu'il y a des échelles qui vous paraissent plus propices finalement à l'instauration d'une confiance entre acteurs? Alors, moi, dans mon travail, je n'ai pas d'échelle par rapport à ça. Enfin, je ne peux pas vous répondre, moi, à partir de mon travail. D'après ce que j'ai lu et ce qui ressort assez régulièrement, c'est que, enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'était entre 15 et 50 personnes. 50, ça commence déjà à être beaucoup. Ça dépend de la… En fait, quand on était sur 50 personnes, ça concerne plutôt des communautés, en fait. Et donc, quand on vit et qu'on travaille ensemble de façon assez permanente, on peut avoir une communauté de 50 personnes parce qu'au fil du temps, on connaît, on a suffisamment d'interactions pour pouvoir connaître toutes ces personnes-là. Quand on est sur des relations qui sont moins denses ou moins durables dans le temps, on va être sur des groupes qui sont plus petits parce que c'est difficile de vraiment connaître les personnes sans avoir suffisamment d'interactions avec. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir toujours une part de confiance institutionnelle, par exemple. On a besoin d'avoir confiance dans les organisations. Il y a aussi des mécanismes de transfert, c'est-à-dire que si je cherche quelque chose que pas risquer de faire si je suis chercheur ou si je suis consultante, je me permets d'utiliser cet exemple-là, puisque moi, je viens des deux métiers et que j'ai fait ma thèse dans un cabinet de conseil, donc s'il y a des consultants, voilà, il n'y a pas de chantage personne là-dessus, mais quand on est chercheur, on va avoir tendance, parce que quelqu'un est chercheur, à faire confiance a priori, plutôt qu'aux consultants, parce qu'il y a une éthique qui n'est pas la même. Et à l'inverse, si on est consultant, on va plutôt avoir confiance à faire a priori confiance à quelqu'un qui est consultant qu'à quelqu'un qui est chercheur, parce qu'il a le même type de diplôme. On a tous ces mécanismes avec les écoles, tous les grandes écoles. Si tu as fait la même école que moi, je vais faire a priori confiance parce que je connais cette confiance-là. Si moi, je vais voir mon médecin, je n'ai pas confiance dans mon médecin parce que c'est cette personne-là. J'ai confiance dans mon médecin parce que j'ai confiance dans le système de la médecine. Donc, on a besoin d'avoir des institutions. Alors que quand on vivait dans un village, la personne qui était le guérisseur ou la guérisseuse n'était pas forcément médecin, mais on savait parce qu'il y avait suffisamment de personnes qui avaient fait appel à cette personne-là et le bouche à oreille faisait que. Donc ça, sur les communautés, pour avoir la qualité de relation, en fait, pour connaître les individus, on a besoin d'interaction et donc plus c'est difficile d'avoir beaucoup d'interactions, plus c'est des échelles courtes, plus on a besoin d'avoir des unités qui sont courtes. Et on le voit là en ce moment avec le travail à distance, il y a un resserrement en fait sur les équipes proches parce que ça demande beaucoup plus d'interactions. Comme on perd les interactions informelles quand on est dans les espaces communs, ça prend du temps en fait de s'appeler, d'échanger, de discuter. Et vu que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, on se resserre sur un groupe plus petit. Et puis après, on n'est pas obligé d'avoir la même qualité ou densité de confiance pour tout le monde. On peut ajuster aussi.
Monsieur Aumenier, je vous laisse poser la question que vous avez notée dans le chat. Oui, ça marche. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse aussi échanger sur lorsqu'il y a une relation de confiance qui est posée ou qui est construite plutôt entre deux collectivités, puisque c'était le sujet initial, ou le cadrage initial de ton intervention. Comment on fait en sorte de nourrir cette relation de confiance et de faire en sorte que ça reste sur de bons rails et qu'il n'y ait pas d'écart qui viennent avec le temps fausser. C'est une question qui est très intéressante. Là, pour le coup, qui rejoint beaucoup le terrain que j'ai étudié, qui était une organisation qui faisait confiance a priori. Donc, il y avait la confiance de base et ce n'était pas forcément évident de maintenir la confiance dans la durée. Donc, j'ai pu étudier cet aspect-là. Un des éléments clés, c'est de rester vigilant, de ne pas la prendre pour acquise. Et en fait, de savoir que la confiance, elle est jamais pour toujours et qu'elle demande d'y accorder du temps régulièrement. Et elle demande de la lucidité. Elle demande d'accepter de continuer à voir en fait, les signaux faibles, les divergences. Et c'est un peu un des grands paradoxes et qui rend la confiance délicate, c'est qu'on a besoin d'une part d'illusion. C'est se faire comme si tout allait bien se passer. Parce que si on s'arrête au moindre détail, on ne peut pas faire confiance. Et en même temps, si on a trop d'illusions et plus assez de faits, on peut finir par basculer dans l'aveuglement et tout d'un coup se rendre compte qu'on s'est éloigné et que ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire prendre le temps régulièrement en fait, d'avoir cette qualité d'interaction et d'échange. Et moi, j'ai vu dans l'organisation que j'ai étudiée, ils organisaient régulièrement des séminaires pour que les gens puissent exprimer leur point de vue, etc. Sauf qu'il n'y avait pas de mécanisme en fait, pour pouvoir faciliter ces échanges-là. Et du coup, soit ce qui sortait était finalement assez consensuel, parce que si on dit que les choses qui vont dans le même sens, ça nous rassure, puisqu'on est similaires, et donc c'est facile de continuer de faire confiance. Mais du coup, on peut perdre des choses qui sont des divergences, qui sont finalement importantes. Ou alors, tout sortait, les gens exprimaient leur désaccord, etc. Mais ça déclenchait aussi des émotions et tout. Et comme ce n'était pas cadré, accompagné, finalement, il y avait la divergence, mais il n'y avait pas la convergence après. Et du coup, ça faisait perdre confiance. Donc, pour que la confiance elle puisse être durable, on a besoin d'avoir des espaces qui permettent l'expression des avis divergents, des différences, des interprétations, des faits, etc. Donc, d'avoir une phase de divergence et d'avoir une phase de convergence après. Et ça veut dire aussi accepter que, à court terme, au début, c'est hyper inconfortable de faire ça. Parce qu'on fait voir ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà, on accepte d'être mal à l'aise, mais pour après, finalement, avoir une sérénité, une paix, un confort qui est beaucoup plus durable. Alors que quand on est sur les autres mécanismes de confiance, on va avoir tendance à se rassurer finalement tout de suite, à éviter le désagréable pour du coup se sentir bien tout de suite, mais à long terme, ça peut être plus compliqué. Donc, ça veut dire accepter l'inconfort de plus ou moins grande intensité à court terme. Et ça demande des compétences relationnelles individuelles et collectives. Ça demande... on peut parler de communication non violente, de méditation, de centrage, de toutes les techniques qu'on veut, à titre individuel et relationnel, et puis des techniques de facilitation d'intelligence collective. Et là, c'est pareil, ça dépend beaucoup de la qualité de la personne qui anime, mais voilà, d'avoir ce cadre-là, parce que tout seul, sinon, c'est compliqué durablement. Ce que tu dis me fait penser aux travaux d'Yves Clos, qui est psychologue du travail, qui dit qu'il faut rétablir la dispute professionnelle. Voilà pour justement débattre entre professionnels du travail, de la façon dont le travail est réalisé, et puis diverger autour de ça, mais aussi après converger pour trouver des solutions. Donc, on sent bien et donc avec son équipe, ils ont vraiment outillé ce dialogue. Et donc là, on sent qu'il y a outillé
ce dialogue autour de la confiance et à mobiliser à la fois des compétences relationnelles, mais pas que des compétences d'animation ou plus techniques. Et là, les termes débattre ou dialoguer sont extrêmement importants en fait, parce que le dialogo, c'est qu'on fait circuler la parole. Débattre, c'est être dans l'opposition. Et le débat, il nourrit des logiques d'opposition. Et du coup, ça nourrit pas la rencontre en fait et l'échange. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la logique de sécurisation, on retrouvait beaucoup de débats. Et inversement, le débat a tendance à nourrir ces oppositions-là, alors que le dialogue, la discussion va être dans la logique de clarification. On discute pour se comprendre, etc. Et le dialogue va nourrir la logique d'interaction et une confiance qui est beaucoup plus résiliente. Donc, cette attitude-là, en fait, l'attitude qu'on a quand on échange avec l'autre, est-ce que je suis dans le débat pour essayer de finalement exposer mon point de vue et lui faire comprendre le mien, ou est-ce qu'on essaye de comprendre le point de vue de l'autre et d'échanger et vraiment de se comprendre? Donc, est-ce qu'on est dans le débat, est-ce qu'on est dans la discussion ou est-ce qu'on est dans le dialogue? Le dialogue nourrit la confiance de manière plus durable. D'autres demandes d'intervention? Alors sinon, et alors lorsque finalement la confiance a été rompue, on a parlé de la confiance qui s'est installée et comment la nourrir dans la durée. Et puis à l'inverse, parfois dans le cadre de certaines collaborations ou interactions, même entre institutions, il y a de la défiance où la confiance a été rompue. Comment rebondir dans le cadre de nouvelles interactions à venir? Est-ce que tu as pu étudier ça Alors, du coup, là, la première étape, c'est de reconnaître que la confiance a été rompue et que les deux parties aient envie de repartir sur d'autres bases. Parce que si on n'a pas envie et qu'on continue simplement à blâmer l'autre et à se dire de toute façon, cette personne ou cette institution-là ou ce corps-là, je ne pourrai jamais travailler avec, on ne pourra pas refaire confiance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble. Mais ce ne sera pas sur la base de la confiance. Donc, ce sera très factuel sur des choses extrêmement précises. On va borner et ce sera une confiance, pour le coup, très sécurisée, où on va être finalement dans cette recherche de mécanismes de garantie et de OK, là, je te confie ça parce que, en gros, je n'ai pas le choix ou parce que, voilà. Mais ce ne sera pas vraiment sur une dynamique de confiance, de restauration de confiance. La première étape, c'est de reconnaître que la confiance, elle a été rompue et que les deux parties se disent « est-ce que j'ai envie ?» Et à partir de là, après, on peut mettre des choses en place. Mais il faut déjà qu'il y ait une intention. Et est-ce que dans ce cadre-là, est-ce que vous pouvez nous aider à définir le terme de tiers de confiance, dont on parle beaucoup dans l'environnement de la data et des données, mais est-ce qu'une institution tiers de confiance? Oui, alors un tiers de confiance peut être une personne. Par exemple, quand on va mettre en place une médiation, je n'ai pas confiance dans l'autre, mais je fais confiance à une tierce personne pour interagir et venir aider. Ça peut être une institution, en fait, un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui va, c'est un proxy en fait. Enfin, ça peut être les tiers de confiance peuvent être utilisés, enfin l'expression peut être utilisée de plusieurs manières. Ça peut être soit, en fait, on a A, B et C. A ne fait pas confiance à B, mais A fait confiance à C et C fait confiance à B. Et du coup, C peut être le tiers de confiance parce que du coup, comme je fais confiance à C et que C fait confiance à B, du coup, je vais améliorer ma confiance en B. En fait. Ça, c'est une façon de faire. Ou alors, le tiers, ça peut être que moi, je ne vais pas interagir avec B, je vais interagir avec C qui va interagir avec B pour mon compte. Ça peut jouer comme ça. Ou alors, ça peut être les tiers de confiance peuvent agir comme dans ce que j'appelais dans les institutions pour apporter les cadres, en fait, les garanties qui vont influencer le comportement de B. J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat, mais je n'ai pas vu quoi. Monsieur Aumenier,
Oui, vous soulignez effectivement qu'il y a 2 lignes de confiance dans une collectivité, celle des élus et celle des administrations, et que l'une sans l'autre est insuffisante et que les enjeux de ces 2 lignes, en fait, sont fort différentes. Ce qui peut aussi éventuellement limiter les dynamiques de confiance. Si vous voulez développer, Monsieur Meunier, n'hésitez pas. Non, je pense qu'on a tous eu l'occasion de l'expérimenter. Voilà, il y a ces 2 lignes qui sont parallèles, qui se construisent tout à fait différemment, qui répondent à des logiques qui sont absolument différentes. Mais 2 collectivités ne peuvent pas coopérer si l'une des 2 ne fonctionne pas. En tout cas, la coopération sera dysfonctionnante et la relation de confiance peut, à mon sens, pas être construite. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Clément est dans un autre territoire. Donc, je crois que tous les autres participants sont ici sur le territoire, enfin sur la métropole Tourangelle, ce qui n'est pas le cas de Clément. Et ce qui nous rassure beaucoup, parce qu'on avait l'impression que c'était une spécificité tourangelle, la perte de confiance, et que s'assurer qu'elle est généralisée, c'est finalement un baume au cœur. Je pense plutôt que c'est un enjeu partout. Ah ouais, c'est très juste ce que vous soulignez. Il y a 2 lignes de confiance et puis chacune de ces lignes, elles ne vivent pas non plus de façon parallèle. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait de la confiance entre ces 2 lignes. Vous avez parlé aussi du contexte et culturel situationnel. Moi, j'avais été frappé par une étude qui s'appelait La Société de la défiance, je crois, il y a peut-être 10 ans déjà, avec des tests dans différents pays, mettre un portefeuille avec des billets, le laisser dans la rue, les pourcentages les probabilités que ce portefeuille revienne intact au commissariat sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous nous avez parlé des pays scandinaves qui sont sur un a priori de confiance. Et la France, pour le coup, avait des scores très, très, très mauvais. Les auteurs de cette recherche parlaient du trauma de l'occupation et de la collaboration comme étant une sorte de rupture forte dans la société française, hein, une rupture de confiance, parce que l'autre est devenu soit un collaborateur, soit un résistant, en tout cas une sorte de fracture. Est-ce qu'il y a vraiment des degrés très différents culturels de confiance, notamment envers les institutions, par exemple en Europe? Est-ce que c'est des gradients? On dit, oui, les pays scandinaves par rapport aux pays méditerranéens, mais est-ce que c'est des gradients très, très larges? Est-ce qu'on est vraiment sur un éventail très large? Et c'est surtout en fait des façons de faire confiance qui sont différentes. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ces mesures de la confiance, parce qu'en fait, moi je viens du secteur interculturel, hein. Ma première carrière était dans le monde interculturel. Et on voit que finalement, il y a des façons de faire confiance qui sont très différentes. Et il y a notamment la question des in-group and out-group, à l'intérieur d'un groupe, en fait. Il y a toujours ce mécanisme-là qu'en fait, à l'intérieur d'un groupe qui se connaît, la confiance va toujours être beaucoup plus forte. Et la confiance vis-à-vis du coup, quand la confiance est très dense à l'intérieur d'un groupe, elle va être très forte, mais elle va être beaucoup plus faible à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Alors que quand on est dans des sociétés qui ont des liens qui sont beaucoup plus distendus, on va avoir une confiance qui est différente, qui est moins forte et plus délicate entre les individus, mais qui va du coup être quand même plus possible, davantage possible pour ceux qui ne sont pas de l'intérieur du groupe. Donc, par exemple, au Japon, alors là, je fais un peu des généralités, je parle comme ça, mais pour essayer de simplifier, mais c'est des cultures dans lesquelles le groupe est encore extrêmement fort, et du coup, il y a une confiance à l'intérieur du groupe qui est très forte. Par contre, ça ne veut pas dire que la confiance, ils vont l'avoir entre ceux qui sont à l'extérieur. On a ça avec les Chinois, par exemple, la notion de Guanji,
pour pouvoir faire confiance quand on est dans des relations avec des Chinois, il faut d'abord établir ce qu'on appelle le guanxi, donc la qualité justement relationnelle. Et une fois qu'on rentre dans le groupe, qu'on est accepté dans le groupe, là, on fait confiance. Et je ne veux pas dire à la vie, à la mort, mais c'est très fort. Mais par contre, pour y rentrer, c'est très compliqué. Alors que dans des cultures comme la culture américaine. Après, on a le cliché des fois entre même le nord de la France et le sud de la France, où on dit dans le nord de la France, c'est compliqué de se faire des amis, mais une fois qu'on y est, c'est pour toujours. Dans le sud, c'est hyper facile de lier contact. Mais par contre, pour vraiment se faire des amis, c'est compliqué. Ben, c'est un peu ce schéma-là. Et donc, voilà, ça dépend à quelle échelle en fait et quel type de confiance on parle. Et puis j'étais le mois dernier à un séminaire sur la confiance interdisciplinaire. Et il y avait un chercheur en politique, dans le domaine des sciences politiques. Et donc lui, il est britannique. Et, il est anglais pour le coup. Et on discutait de la crise sanitaire, évidemment, les masques, etc. Et il disait, ouais, sur cette question de la confiance, il disait, oui, mais vous, les Français, vous dites toujours que vous ne faites pas confiance à votre gouvernement, sauf que vous râlez, mais en vrai, vous avez quand même énormément suivi les gestes barrières, les masques, etc. Donc finalement, vous avez quand même fait confiance à votre gouvernement pour que ces démarches-là, il fallait les suivre. Alors que nous, les Anglais, on dit qu'on fait confiance à notre gouvernement, mais en fait, ils nous disent de faire des trucs et on ne le fait pas. Donc, il y a aussi comme ça le décalage qu'il peut y avoir entre le déclaratif et les actions. Donc, ces mesures-là, voilà, je trouve que ça vaut le coup de rentrer dans des choses beaucoup plus précises et c'est des types de confiance qui sont différents. Et si on regarde la sécurisation, identification, clarification et interaction, au Japon, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la confiance identification, parce qu'en fait, ils ont des valeurs qui sont tellement fortes que c'est ces valeurs-là qui font qu'ils se comportent de telle manière. Et parce que sinon, c'est presque pour le coup, c'est un mécanisme presque de sanction, c'est que s'ils ne se comportent pas de façon cohérente, ils vont se faire bannir du groupe. Donc finalement, on est aussi sur un mécanisme de sanction sociale très, très fort. On a du coup beaucoup moins chez nous. Merci. Une dernière intervention ou question? Profitez, Monsieur Olivier. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toute cette présentation. C'est très enrichissant. Moi, je suis plutôt dans le milieu associatif et citoyen. Et je vais réagir peut-être sur une chose qui parle beaucoup en moi sur un certain nombre de préoccupations actuelles, donc en référence peut-être au contexte culturel et situationnel. Et par rapport aux dynamiques de confiance, je me pose la question sur les processus de participation dont on parle depuis pas mal de temps, y compris dans la métropole de Tours, mais dont on ne voit pas forcément des évolutions très concrètes encore aujourd'hui. On peut s'interroger sur les dynamiques qui, jusqu'à présent, n'ont peut-être pas été développées. Et je vais prendre juste un exemple, c'est-à-dire que si on s'adresse et si on s'intéresse à une démocratie même permanente, ou même pas permanente d'ailleurs, mais à des cadres, disons, il y a des processus de développement d'une démocratie avec une confiance mutuelle entre les décideurs, qui peuvent être administratifs, élus, et puis les acteurs, qui sont aussi de tout terrain, mais qui sont souvent les citoyens. Il y a donc un processus de confiance dans la capacité d'agir des autres. Donc, ça renvoie à un certain nombre de choses que vous évoquiez sur les dynamiques. Donc, juste une question, parce que je sais que ça fait partie d'un sujet qui est parfois évacué, mais qui peut revenir de temps en temps comme étant important. Que pensez-vous des chartes qui permettent justement d'établir la relation entre les différents acteurs pour justement, moi je la vois comme une façon peut-être de sécuriser, mais peut-être aussi de clarifier ou d'identifier du commun. Est-ce que c'est vraiment important de mettre ça en place? Et du coup, ça pose une question toute simple, ou qui renvoie à une belle espérance, c'est de se dire, quand on parle de co-construction ou qu'on la critique, est-ce que c'est un faux problème ou est-ce que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour aller dans une relation de démocratisation des institutions, de mettre en place une réelle co-construction en prenant en compte tout ce que vous avez pu nous apporter aujourd'hui? Alors là, il y a beaucoup d'éléments dans la question.
Une première chose que je voudrais dire, finalement, qui rebondit aussi sur une question que Clément Aumonier, vous avez eue tout à l'heure, sur la pérennité de la confiance. Quand on est entre acteurs qui ont des zones de pouvoir et d'influence différentes, l'attitude de chacun est évidemment importante, mais pour que la confiance puisse vraiment se mettre en place et être durable, il faut que la partie qui a le plus de pouvoir donne l'exemple et fasse le don premier de confiance. Parce que ça, moi, on l'a vu au niveau organisationnel, au niveau institutionnel, pour que ça puisse marcher durablement. Alors, évidemment, il faut aussi que chacun, il ne s'agit pas d'attendre, de dire « Ah oui, mais l'autre, il ne me fait pas confiance, donc je ne lui fais pas confiance ». Il faut que chacun s'y mette. Chaque partie, et si moi, je montre à l'autre que j'ai envie de faire confiance, ça va être plus facile, mais il y a cet enjeu-là quand même, d'exemplarité, en tout cas dans une certaine mesure. La deuxième chose par rapport à la question de la participation, c'est vraiment cette question de l'intention de la démarche. Une charte, elle peut servir de la sécurisation ou elle peut servir la connaissance de l'autre et elle peut servir l'interaction selon l'intention et la façon dont elle est utilisée. Et sur ces questions de participation et de démocratie, il y a un exemple, alors c'est dans le domaine organisationnel, mais finalement, on est assez proche de ça avec la Convention citoyenne du climat qui avait été faite. Mais un exemple que j'aime bien, c'est un chef d'entreprise, il appelle ça le test de la cuisine. Il dit, si dans mon entreprise, j'ai besoin de refaire la peinture de la cuisine et que je propose de confier ça à des salariés pour que ce soit participatif et qu'ils puissent s'approprier les lieux. Si je passe mon temps à aller vérifier ce qu'ils font pour savoir si ça va me plaire, en fait, je ne suis pas en train de leur faire confiance. Et si ils viennent me voir, une fois qu'ils ont fait tout le projet, etc., avant de le dévoiler à tout le monde, qu'ils viennent me le dévoiler à moi et que je leur dis oui, ça veut dire qu'ils ont quand même besoin de mon aval d'abord. Si je veux vraiment jouer le jeu et dire, non, je vous ai fait confiance, à partir du moment où on a clarifié le truc au départ, on a borné sur quoi, jusqu'où vous pouvez aller, les limites, c'est quoi, etc. Mais après, on a clarifié le périmètre. Là, je vous laisse jouer dans ce périmètre-là. Vous allez me dévoiler la nouvelle cuisine en même temps que tout le monde. Et si moi, en tant que dirigeant, je ne suis pas capable d'accepter la couleur de la peinture que vous avez mise, je ne peux pas je peux pas dire que je fais confiance à mes salariés. Et à une échelle évidemment tout autre, si on prend la Convention citoyenne pour le climat qui a été faite, là on était sur une démarche où on dit voilà, là on fait confiance aux citoyens avec, il y avait un sacré mécanisme qui était mis en œuvre, etc. Mais si à la fin, alors que j'avais dit, j'imagine que je suis le président, mais alors que j'avais dit que j'allais faire passer ça directement, finalement, non, mais en fait, et là, en fait, du coup, je montre que je ne fais pas confiance. Et là, c'est une opportunité manquée parce que la première fois, les Français, ils disent oui, encore un truc de com, on n'y prête pas trop attention. S'il avait vraiment été au bout de la démarche, là, ça aurait intrigué. On se serait dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose. Et la fois d'après, du coup, on se serait plus intéressé, on aurait osé, etc. Donc, pour mettre en place des démarches comme ça, de confiance, en fait, de participation, etc., pour que ça soit crédible, il vaut mieux en faire sur des périmètres qui sont tout petits, mais sur lesquels on est vraiment capable de dire oui, là, je vous laisse vraiment décider. Et puis, où je vous laisse, en tout cas, définir le périmètre et ce sur quoi on le définit, on le fait vraiment, plutôt que de lancer une consultation pour finalement décider ou alors être clair, de dire c'est une consultation, mais au final, ce seront nous qui déciderons. Et est-ce qu'on tient compte ou pas de ce qui a été dit? Parce qu'il y a quand même, moi je le vois beaucoup dans les entreprises, mais là pour le coup, je pense que c'est une démarche qui peut être assez similaire, de faire croire qu'on consulte parce que c'est à la mode de demander l'avis, mais en fait la décision elle est déjà prise et c'est juste pour mieux faire accepter la décision qui est déjà prise. Ça se retourne quand on fait croire qu'on fait de la participation, mais qu'en fait on n'en fait pas. À ce moment-là, mieux vaut pas en faire.